trois phases, une phase d'anticipation, une phase de détection et une phase de traitement. La phase d'anticipation, c'est celle dans laquelle je suis aujourd'hui devant vous, dans laquelle je suis, c'est mon rôle en tant que président d'une juridiction, que de faire connaître au milieu économique qui m'entoure les possibilités qui sont offertes pour aider les entreprises qui sont en difficulté ou qui vont connaître des difficultés ou qui sont effectivement conscientes qu'elles vont à un moment ou à un autre de leur existence se trouver face à des difficultés. Donc ça, c'est mon rôle et c'est ce qu'on appelle la prévention-anticipation au sens qu'a voulu lui donner le législateur et la chancellerie en particulier. Ensuite, il y a la prévention-détection. On dispose d'un certain nombre d'indicateurs, aussi bien au niveau du registre du commerce des sociétés, pour sensibiliser des chefs d'entreprise au regard des inscriptions de privilèges, d'un certain nombre d'informations dont ils disposent, et les inviter à venir devant notre juridiction. Quand je dis devant notre juridiction, c'est essentiellement devant la chambre de prévention, qui sont je dirais des juges, mais des juges qui sont élus par les délégués consulaires. Vous savez comment le MEDEF est bien placé pour savoir comment ça fonctionne, et qui sont des chefs d'entreprise pour la plupart, enfin pour l'ensemble des juges qui m'entourent, et qui sont là pour non pas conseiller, mais informer les chefs d'entreprise sur les possibilités qui leur sont offertes en matière effectivement de traitement de leurs difficultés. Donc, on les invite quand on voit effectivement qu'il y a des entreprises qui connaissent des difficultés qu'on peut identifier. Et puis, il y a la prévention-traitement. La prévention-traitement, c'est ce qu'on va, je dirais, évoquer plus en détail aujourd'hui, c'est le mandat ad hoc et la conciliation. Ce sont deux procédures qui sont très peu utilisées, puisque, pour vous donner quelques chiffres, il y a à peu près 50 à 55 000 défaillances d'entreprises en France chaque année. Et il y a à peu près 4 000 procédures de conciliation et de mandat ad hoc, 2500 procédures de mandat ad hoc et 1500 procédures de conciliation qui sont ouvertes devant les 134 tribunaux de commerce qui existent en France. Ces procédures ont un caractère extrêmement intéressant, c'est qu'elles sont premièrement confidentielles, elles sont totalement non engageantes, c'est-à-dire que le chef d'entreprise qui va venir solliciter devant nous l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation, bien évidemment, c'est à sa demande et exclusivement à sa demande qu'elles peuvent être ouvertes. Et bien évidemment, c'est sur requête au président, en l'occurrence, que cette procédure va être interrompue s'il souhaite l'interrompre. Donc, ces deux procédures aujourd'hui sont énormément utilisées par les grandes entreprises, au sens de l'INSEE, les ETI et quelques grosses PME, et curieusement sont très peu utilisées par les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. Souvent, pourquoi? Parce qu'ils sont peu conseillés. Ils n'ont pas autour d'eux il y a un nombre d'avocats compétents dans le domaine des procédures du traitement des difficultés des entreprises. Ils ont souvent un expert comptable, et on en parlera après, qui est un peu en retrait compte tenu des difficultés qu'ils connaissent, et ils se retrouvent bien seuls et ils n'ont même pas connaissance de ces procédures-là. Donc ces procédures, c'est des procédures qui peuvent être qui sont sollicitées par voie de requête au président du tribunal de commerce. En règle générale, le dirigeant a rencontré préalablement un conciliateur ou un mandataire ad hoc. Souvent, dans notre juridiction lyonnaise, ce sont les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires qui peuvent agir en qualité de mandataire ad hoc, ont rencontré ces professionnels de l'insolvabilité qui leur ont établi une convention d'honoraires, et ils viennent me rencontrer pour me présenter en fait leurs difficultés et me solliciter pour l'ouverture d'une de ces deux procédures. Donc, je ne sais pas si à ce stade-là, qu'on vient de détailler le mandat ad hoc et la conciliation, on verra peut-être un petit peu plus tard, d'autant que les deux procédures ont évolué par rapport à la situation du Covid. Mais je répète encore une fois, ces deux procédures sont des procédures non engageantes. C'est des procédures qui sont totalement confidentielles, puisqu'il n'y a que le président du tribunal de commerce qui est informé de l'ouverture de cette procédure. Alors, bien évidemment, le conciliateur ou le mandataire ad hoc va avoir une mission qui est essentiellement, telle qu'elle est définie par les textes, la négociation de délai avec les principaux, de moratoire avec les principaux créanciers, qui soient des créanciers institutionnels, fiscaux, sociaux, ou qui soient des créanciers bancaires.
Donc, je veux dire, ces procédures-là sont effectivement aujourd'hui sur une juridiction comme Lyon au nombre. En 2019, on en a eu à peu près 200 qui ont été ouvertes devant notre juridiction. Cette année, elles sont malheureusement peu utilisées. Et elles sont peu utilisées pour deux raisons principales. Premièrement, c'est qu'il y a eu effectivement des aides qui ont été octroyées, qui sont extrêmement importantes et qui ont placé les entreprises, je dirais, dans un état un peu sous assistance respiratoire, si je peux m'exprimer ainsi. Et je dirais aussi un levier qui est un levier un peu spéculatif. Pour moi, qui s'est un peu interrompu ce matin, j'écoutais à ce titre-là le ministre des Finances qui s'exprimait effectivement sur le fait qu'une dette, elle est faite pour être honorée et que quand on parle de PGE, quand on parle report de charges, etc., c'est bien effectivement des dettes qu'il va falloir à un moment ou à un autre auxquelles il faudra faire face. Jusqu'à présent, j'avais un certain nombre de chefs d'entreprise qui considéraient qu'effectivement, ces dettes pourraient être effacées. Donc, je le répète, la nécessité de venir rapidement devant notre juridiction pour demander de l'aide aussi bien au tribunal, se mettre sous la protection du tribunal et bien évidemment bénéficier de l'assistance d'un professionnel de l'insolvabilité. Voilà, je dirais, le cadre. On va peut-être aller un petit peu plus loin dans le détail sur les procédures et de la façon dont elles sont mises en œuvre au sein de notre juridiction. Je crois que, Madame Joëlle Simon, vous avez également un mot à dire à ce sujet. Merci beaucoup et merci au MEDEF Lyon-Rhône d'avoir pris l'initiative d'organiser un webinaire sur ce sujet, qui est un sujet extrêmement important mais extrêmement difficile, je trouve, pour m'en occuper depuis un certain nombre d'années au sein du MEDEF. Et merci d'avoir invité le MEDEF représenté par Christine Lepage, directrice du pôle économique, et moi-même à venir en discuter avec vous. Le président Thierry Gardon a parfaitement dressé le tableau de la situation. On nous avait annoncé, vous vous en souvenez, pour fin avril, une vague de dépôt de bilan. Elle n'est pas venue. Toutes les mesures qui ont été prises et que vous avez rappelées ont évidemment contribué à éviter ces dépôts de bilan. Vous avez, je crois, noté un certain frémissement dans les dépôts de bilan au sein de votre tribunal. À Paris, je ne crois pas que ce soit encore le cas. Un point sur lequel je souhaitais appeler votre attention, c'est qu'au mois de mars, quand le président de la République a fait l'intervention que vous avez rappelée, même c'est vrai s'il a utilisé le terme faillite, qui est un terme un peu générique et qui sont un tout petit peu le 19e siècle, on a gelé l'obligation qui est faite à un chef d'entreprise qui se trouve en état de cessation de paiement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. On avait gelé cette obligation de déclarer cet état de cessation des paiements. Donc, vous pouviez le faire, certaines entreprises ont déposé leur bilan et on a ouvert des redressements judiciaires, mais vous n'aviez plus cette obligation. Depuis le 23 août, cette obligation n'est plus gelée, ce qui veut dire en pratique que depuis début octobre, puisque vous avez 45 jours pour faire connaître votre état de cessation des paiements et saisir le tribunal, vous êtes tenu de saisir le tribunal qui décidera de la procédure à ouvrir. Donc ça, c'est un point qui est important puisque les Allemands ont fait un choix différent. Les Allemands ont prorogé ce gel de l'obligation de déclarer son état de cessation des paiements. On n'y était pas nécessairement favorable parce que je pense que c'était repousser encore des dépôts de bilan qui vont venir. Parce qu'il y a les sociétés qui font face à des difficultés qui sont spécifiquement liées à la Covid-19, mais il y a aussi des sociétés que les économistes appellent les entreprises zombies, qui sont des entreprises qui sont maintenues peut-être un peu artificiellement au détriment des autres. Vous avez souligné parfaitement, Monsieur le Président, toute l'importance de la sensibilisation à la prévention et la nécessité d'intervenir le plus tôt possible. On va revenir à ces questions de confidentialité, mais la confidentialité, vous le savez mieux que moi, on ne peut la préserver qu'à jusqu'à un certain stade. Quand les difficultés deviennent trop importantes, la confidentialité devient beaucoup plus difficile à tenir. Le gouvernement est conscient de cette nécessité d'améliorer la prévention, notamment, et c'est bien l'objet de la mission qui a été confiée par le garde des Sceaux au président de la Conférence générale des tribunaux de commerce, de cibler
TPE et les PME. Parce que c'est là, vous avez très justement dit que les outils actuels sont surtout utilisés, vous parliez des procédures préventives, amiables, par les moyennes et grandes entreprises. Donc, la cible de cette mission, ce sont les TPE et les PME. On a essayé, en vue de notre audition par cette mission, on a essayé au MEDEF de réfléchir à cette question. J'avais eu l'occasion d'échanger avec vous et je vous en remercie. On a eu des remontées d'un certain nombre de MEDEF territoriaux, de fédérations professionnelles. Et avant peut-être de détailler un peu ces différentes procédures, quelques mots sur la réflexion en cours à la chancellerie et puis ce que le MEDEF a pu proposer. Donc, on a beaucoup consulté. Bon, le constat, je pense que beaucoup le connaissent, mais il y a une faible culture économique de nombreux dirigeants de TPE-PME. Alors, on ne va pas revenir sur ces idées folles d'un moment où certains disaient qu'il faut un diplôme de chef d'entreprise. Bon, ça n'a pas grand sens. En revanche, on peut peut-être former en amont et je vais y revenir. Une ignorance des dispositifs d'alerte que vous avez rappelés, la solitude du chef d'entreprise, je ne vais pas m'y attarder puisque M. Guillaume Bourdon va nous parler de tout ce problème d'accompagnement des hommes et des femmes qui sont dans cette situation. Aussi, ce qu'on a noté, c'est l'absence d'outils de pilotage et d'un tableau de bord simplifié avec des indicateurs pour les chefs d'entreprise de TPE et de PME. Nous avons suggéré lors de notre audition un certain nombre de pistes d'amélioration et notamment un MEDEF territorial nous a fait cette suggestion, c'est quelque chose qu'il pratique, c'est de former en amont de jeunes chefs d'entreprise, c'est-à-dire de ne pas attendre la phase des difficultés, mais de mettre en place un parrainage de primo-entrepreneurs par des entrepreneurs plus chevronnés, expérimentés, et ça se fait sous la houlette du MEDEF territorial, et ça consiste en des réunions où le jeune le primo-entrepreneur rencontre des chefs d'entreprise expérimentés ou son coach, si on peut dire, pour discuter avec lui, essayer de l'aider, de le guider. Mieux informer aussi, et on en a beaucoup discuté avec des fédérations, et notamment avec la Fédération du bâtiment, qui, comme vous le savez, a comme adhérents beaucoup de TPE et de PME. Les réunions qu'ils organisent sur le sujet, ce qui n'est pas le cas parce que je vois qu'on a un nombre de participants tout à fait intéressant, souvent attirent peu les participants. Les gens se sentent peu concernés et on peut le comprendre. Quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas du tout l'envie de l'échec, vous n'avez pas la vision de l'échec et donc ça c'est un peu dommage. Mais je crois que c'est important, en tout cas pour des gens qui débutent, de connaître ces dispositifs et de ne pas attendre d'être dans la tourmente. Donc, les dispositifs d'alerte existants, pour ceux qui ont un commissaire aux comptes, il y a un dispositif et c'est le commissaire aux comptes qui doit alerter. Vos associés, vos actionnaires, là c'est l'application du droit des sociétés, les membres du CSE et, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président du tribunal de commerce qui a cette possibilité de vous convier. Et il n'a pas, comme vous l'avez souligné, un rôle de conseil, mais simplement c'est pour vous alerter puisque lui a accès à des clignotants que vous n'avez pas nécessairement. Peut-être pourrait-on, c'est une suggestion que nous avons faite, utiliser des outils plus modernes de communication pour avoir des petits podcasts ou des MOOC qu'on pourrait regarder en attendant les trains, la SNCF ou les avions, pour initier les chefs d'entreprise. Je crois qu'il faut essayer de passer, il faut en finir avec les guides comme nous les faisions à l'ancienne dans nos organisations papier qu'on met sur un coin de bureau. Il faut aussi améliorer la détection et la qualité du traitement des signaux faibles. Et une suggestion qui nous a été faite, c'est d'améliorer le pilotage stratégique de l'entreprise par la gestion des risques. Et on a un MEDEF territorial qui a mis en place, en travaillant avec l'AMRE, qui est une association qui réunit les gestionnaires de risques d'entreprise, une méthodologie qui permet d'adapter une cartographie, de faire sa propre cartographie des risques en 3 heures. Donc, l'AMRE, c'est plutôt des grandes entreprises, mais ils ont mis ça à disposition de PME. Et je crois que c'est un outil qui mériterait d'être utilisé, qui pourrait peut-être aider les chefs d'entreprise. Il ne faut pas hésiter non plus à se faire aider. Et ça, vous allez bien sûr en reparler. Je renvoie à l'intervention de M. Guillaume Bourdon. Il y a une étude récente du cabinet Amaroc, qui est un observatoire de la santé physique et morale des dirigeants, qui a souligné le rôle déterminant des organisations professionnelles dans cette période particulièrement, en raison de la crise et de l'aide, et Christine Lepage en parlera, que nous pouvons apporter aux entrepreneurs. Autre initiative, parce que je crois qu'il n'y a pas une solution unique, mais que ces initiatives sont tout à fait intéressantes,
il y a certains MEDEF territoriaux qui ont mis en place des cellules ou commissions d'accompagnement qui comportent un chef d'entreprise, un commissaire aux comptes ou un expert comptable, un juge consulaire, quelqu'un qui a pu échouer et qui peut faire part de son expérience, et qu'un chef d'entreprise peut venir voir en toute confidentialité. Certains vont même jusqu'à faire signer des engagements de confidentialité pour essayer d'aider le chef d'entreprise à trouver la voie qui permettra de l'aider dans le traitement de ses difficultés. Je vais passer maintenant, si vous voulez bien, à une présentation, puisque le président du tribunal de commerce a déjà évoqué certaines questions. On peut peut-être aller un petit peu plus loin dans le détail de ces procédures. On a un droit des procédures de prévention et des procédures collectives qui est assez complexe. Et j'avoue que moi-même, à un moment, je me disais, cette complexité, elle est peut-être aussi à l'origine du fait que les chefs d'entreprise hésitent à saisir ou ne savent pas quelle procédure choisir. Donc ça, je crois que c'est un facteur effectivement de complexité, mais nous voyons aussi que c'est un facteur de flexibilité, puisqu'on peut passer d'une procédure à l'autre. Merci si vous pouvez revenir un petit peu en arrière. Donc, flexibilité, et on voit que c'est un attrait aussi pour des investisseurs étrangers d'avoir ces procédures. Procédure de prévention, par exemple, si on prend l'exemple de notre voisin, l'Allemagne, en Allemagne, il n'y a pas de procédure de prévention. Alors, nous avons maintenant une directive qui s'appelle la directive insolvabilité et que nous devons transposer d'ici l'été 2021 et qui vise à doter tous les États membres de procédures préventives de restructuration. Nous avons déjà les procédures qu'il faut, mais on va les adapter. Alors, nous avons deux procédures amiables, comme l'a rappelé le président, le mandat ad hoc et la conciliation. Ces deux procédures ont vraiment un objectif, c'est d'aider le chef d'entreprise à négocier avec ses créanciers et avec l'appui d'un tiers indépendant et impartial qui sera généralement, mais pas toujours, un administrateur judiciaire. Comme vous l'avez souligné, ces outils sont encore très peu utilisés par les PME. Au départ, c'était vraiment considéré, et ça le reste dans l'utilisation encore, beaucoup comme des procédures réservées aux moyennes ou grandes entreprises. Et c'est un peu cela qu'on voudrait changer, parce que les honoraires ne doivent pas être un obstacle, ils varient aussi selon le chiffre d'affaires. On a quand même un taux élevé de succès de ces procédures, puisque selon un grand cabinet d'administrateurs judiciaires, on est à 70% de succès. Et ces procédures ont quelques traits en commun, si vous voulez bien dérouler. Voilà. Donc, il faut faire face à des difficultés qui sont avérées, ou en tout cas qui sont prévisibles dans un avenir proche. Comme vous l'avez rappelé, Président, c'est une saisine à la seule initiative du chef d'entreprise. Et ça, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que c'est vraiment des procédures qui sont à la main du chef d'entreprise, qui garde la liberté de gestion, donc ce qui différencie bien du redressement judiciaire, un caractère contractuel, donc de négociation, mais avec quelqu'un qui va vous aider à négocier, et la confidentialité, et dont la violation est sanctionnée civilement. Il y a eu un exemple relativement récemment d'un hebdomadaire qui a fait état d'une conciliation et qui s'est fait condamner par le tribunal pour avoir violé cette obligation de confidentialité. Et comme je l'indiquais précédemment, plus les difficultés s'accroissent, plus la confidentialité devient difficile à préserver. Les spécificités du mandat ad hoc, il ne faut pas être en état de cessation des paiements. C'est une création qui est une création prétorienne. Il y a une grande liberté qui est laissée aux parties et volontairement dans la loi, il n'y a pratiquement pas de disposition sur le mandat ad hoc. Et alors, je pense peut-être que le président du tribunal de commerce de Lyon va me corriger, mais je crois que c'était une invention du tribunal de commerce de Paris, mais je suis sûre que ce n'est pas tout à fait exact. Je pense que ça devait se pratiquer dans beaucoup de grands tribunaux. Mais en tout cas, c'est une création des juges consulaires et c'est ça qui est tout à fait important et ce qui fait son efficacité. Il n'y a pas de limite dans le temps, ce qui peut permettre de préparer une conciliation qui, elle, est encadrée dans le temps. Et là, sur le sort des cautions personnes physiques ou morales, c'est à négocier. Ça fait partie de la négociation, alors que pour la conciliation, le régime est un tout petit peu différent. Les spécificités de la conciliation, là, vous avez deux cas de figure. Vous pouvez, évidemment, ne pas être en état de cessation des paiements, mais vous pouvez être en état de cessation des paiements si vous l'êtes depuis moins de 45 jours, qui est le délai au terme duquel vous devez le déclarer. La durée est limitée à 5 mois, c'est 4 mois plus 1 mois, alors qu'une procédure collective se tourne autour de 18 mois.
Je reviendrai tout à l'heure sur les règles qui sont spécifiques à cette période qui dure malheureusement de la Covid-19. Il y a une possibilité d'accorder des délais de grâce pendant la procédure pour une durée maximum de 24 mois et ça permet de sécuriser les accords face aux risques liés aux périodes suspectes et de sécuriser les engagements qui sont pris avec la possibilité qu'on a de nommer un mandataire à l'exécution de l'accord. Alors, l'émission, les spécificités, pardon, oui. Ça permet aussi de passer à des moyens plus contraignants en cas d'échec d'un accord et on va voir que l'avantage de cette procédure qui peut être elle-même précédée d'un mandat ad hoc, qui permet de préparer la conciliation qui est dans un délai contraint. Et quelquefois, on a des créanciers qui sont récalcitrants et on voit que la seule menace de passer à une procédure de sauvegarde financière accélérée, qui est une procédure collective, suivie à convaincre les créanciers de donner leur accord dans le cadre d'une conciliation. Donc, en fait, la sauvegarde financière accélérée, donc il y a peu de cas d'application, c'est un tout petit peu le bâton qui permet de convaincre certains créanciers. Il y en a eu une l'année passée. Pardon, vous avez une sauvegarde financière accélérée? Non, il y en a eu une en France, chère madame. En France, oui, c'est ça, oui, il y en a très peu, oui, absolument. Ça veut dire aujourd'hui, c'est des procédures qui n'existent absolument pas. Oui, mais qui servent. Qui ne servent absolument pas. Ah, c'est pas ce que nous disent les banquiers, mais… Eh bien, écoutez, ne prenez pas vos informations auprès des banquiers, mais auprès des présidents de tribunaux de commerce. Ah oui, mais je le prends aussi auprès de chefs d'entreprise. Je vous le dis, non, mais chère madame, je pense qu'il ne faut pas, on ne va pas parler de procédure de sauvegarde financière accélérée aujourd'hui, ni de procédure de sauvegarde accélérée. Je vous dis, il y en a eu une l'année passée, et la sauvegarde en tout et pour tout en France, il y en a eu 1000 l'année passée sur les 134 tribunaux et sur 51 000 procédures défaillance d'entreprise. Vous avez eu l'année passée sur 51 165 défaillances d'entreprise, 51 129 qui concernaient des PME et 38 qui concernaient des ETI et des grandes entreprises au sens, si vous voulez, de l'INSEE. Donc, attention, on ne va pas demain, si vous voulez, sur les 51 629 PME qui restent, ouvrir une sauvegarde financière accélérée. Non, donc, non, c'est pas… je veux dire, c'est un peu une petite précision, vous me permettrez, c'est une précision qui a son importance par rapport, si vous voulez, aux gens aujourd'hui, aux PME. Et je parle des PME, vous savez très bien jusqu'où elles vont, les PME, en termes de… je ne vais pas vous rappeler la loi LME, qui précise effectivement les caractéristiques des PME, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les procédures de mandat ad hoc, si vous me permettez, les procédures de conciliation que vous évoquez, sont des procédures dans notre droit français totalement élitistes et qui, vous l'avez souligné, qui profitent essentiellement à des très grandes et des grosses ETI, très grandes entreprises et grosses ETI. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui… Oui, pardon, c'est cela qu'on voudrait aussi… on pense qu'il n'y a pas de tabou et d'interdit et l'idée, ça serait d'essayer de démocratiser ces procédures. Mais bon, je sais que vous n'êtes pas vous-même convaincu sur la menace… Je suis totalement convaincu. Alors non, pardon, madame. Je suis totalement convaincu, si vous me le permettez, je suis totalement convaincu que ces procédures-là sont totalement adaptées aux petites et moyennes entreprises. Et je pense qu'en France, aujourd'hui, j'en suis un des principaux promoteurs. Donc, je pense, si vous voulez, que depuis des années, et je vais vous m'exprimer très clairement, que depuis des années, nos institutions consulaires n'ont pas fait suffisamment leur travail de prévention-anticipation que je rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire de se projeter à l'extérieur. Il est effectivement beaucoup plus, comment dirais-je, valorisant de traiter de la procédure, d'une grande procédure ou du traitement d'une grande entreprise en France que de traiter, si vous voulez, du petit boucher du coin qui est en difficulté. Ceci étant, aujourd'hui, ces entreprises-là représentent 99% des défaillances d'entreprises en France. Et moi, mon propos aujourd'hui, c'est bien aujourd'hui de travailler sur ces entreprises-là qui ne sont pas capables de se payer des conseils parisiens qui coûtent un prix de fou et qui ne sont pas capables non plus d'être accompagnés par les 5 grandes études de mandataires et d'administrateurs judiciaires qui font du traitement des procédures amiables. Voilà mon propos. Donc, mais je crois, Président, qu'on n'est pas en désaccord. On dit qu'on veut démocratiser ces procédures. D'abord, il n'y a pas que des conseils parisiens, il y a de très bons conseils dans toute la France. Donc, c'est mon avis aussi. L'idée, c'est que, et là, je crois que
j'espère que vous serez d'accord, c'est que le droit de la prévention et des difficultés des entreprises est un droit assez complexe et qu'on a quand même besoin d'un accompagnement et d'un conseil. Je ne sais pas si là-dessus vous… Non, je vous suis pas. Je vous suis pas. On l'a complexifié à outrance. Moi aujourd'hui, si vous voulez, je passe mon temps dans mon bureau à recevoir des petites et moyennes entreprises aussi, et je vais essayer de continuer là-dessus pour leur dire simplement dans un discours très simple qu'on peut, dans le cadre de la prévention, les accueillir très tôt face à leurs difficultés, quel que soit leur niveau de difficulté. Ils sont pas l'obligé, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a, un chef d'entreprise? Sa difficulté, c'est quoi? C'est quand il dit « Ah, je ne vais pas pouvoir faire mes charges ce mois ». C'est ça son critère. Donc, qu'ils n'attendent pas ce critère-là, qu'ils viennent devant nous. Aujourd'hui, moi, je suis entouré de professionnels de l'insolvabilité qui sont capables d'ouvrir des mandats ad hoc et des conciliations pour des sommes de 2 à 3 000 euros pour une petite ou moyenne entreprise et qui sont capables, dans l'espace de 48 heures, d'obtenir auprès des institutions, des organismes sociaux et fiscaux, si vous voulez, des moratoires qui vont leur permettre, dans des conditions sûres, en s'étant assuré, si vous voulez, qu'on n'est pas en train de repousser la dette et de les mettre dans des conditions qui seront pires, qui vont leur permettre de traiter de leurs difficultés. C'est ça. Et ça, si vous voulez, ça n'a rien de difficile. Ça veut dire simplement qu'il faut surtout en assurer la communication. Je pense, et je fais mon mea culpa, je pense que nos tribunaux de commerce, les 134 tribunaux, y compris les tribunaux de commerce spécialisés, n'ont pas assez communiqué auprès, et c'est notre mission, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas Thierry Gardon, c'est la chancellerie qui a donné cette mission de prévention-anticipation au président des tribunaux de commerce. Il faut relire ce qu'il y a décrit dans les textes. Les textes sont prévus et ils sont pas utilisés. Les présidents se projettent pas suffisamment à l'extérieur de leur juridiction auprès de l'environnement social et économique et social pour expliquer ce que sont ces procédures et la simplicité. Il me faut, chère madame, 24 heures pour ouvrir un mandat ad hoc ici. J'ai eu hier dans mon bureau une entreprise qui est venue, ils sont repartis avec l'ordonnance. C'est super. Ils sont repartis avec l'ordonnance et je peux vous garantir qu'ils auront une solution à leur problème dans le mois qui va suivre. C'est exactement l'objectif. Et de toute façon, ce que je disais, c'est qu'il y a différentes étapes. Ça peut se régler au niveau du premier rendez-vous avec le président du tribunal de commerce. On peut avoir la nécessité d'ouvrir un mandat ad hoc comme vous le faites et le faire rapidement. Et c'est exactement ça que le MEDEF veut promouvoir. Donc, je crois qu'on n'a pas il n'y a pas de contradiction dans nos propos. Et c'est vraiment ce qu'on veut développer puisque ça marche. Et quand on a la chance, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, d'avoir des outils qui marchent et qui sont des outils simples, je crois qu'il faut les utiliser. Là, je vous suis totalement. On va peut-être accélérer pour ne pas prendre trop de temps sur les autres et on arrive à l'issue de la conciliation. Donc, la conciliation, elle permet de… Si on peut passer à l'issue, pardon, la slide suivante encore, pardon. Soit le président du tribunal constate un accord, soit on peut aller jusqu'à une demande d'homologation judiciaire. Et là, il y a une condition, c'est que la pérennité de l'entreprise est garantie et il est mis fin à l'état de cessation des paiements s'il existait un état de cessation des paiements. Dans ce cas-là, la conciliation devient publique et le commissaire aux comptes, s'il y en a un, et les IRP sont informés. L'avantage de l'homologation judiciaire, bon, vous avez d'abord le tampon, si je peux dire, du tribunal de commerce. Vous avez pour les créanciers qui auraient apporté de l'argent frais dans ce cadre, un privilège, ce privilège dit d'argent frais qui leur permet d'être payés par priorité. Et puis, vous avez, si jamais malheureusement la situation tournait mal, vous avez la possibilité d'éviter le report de la date de cessation des paiements et la remise en cause des actes accomplis pendant cette période. Donc, ça peut être l'avantage d'une homologation. Donc, les effets de la conciliation, eh bien, l'accord, bien sûr, doit être mis en œuvre. Et là, en ce qui concerne les cautions personnes physiques ou morales, elles peuvent se prévaloir de l'accord constaté ou homologué. S'il n'y a pas d'exécution, le tribunal, saisi par l'une des parties, peut, c'est la slide suivante, merci, prononcer la résolution de l'accord et puis éventuellement ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire selon la situation. Je ne reviens pas sur le privilège d'argent frais, je viens de l'évoquer. Et je voudrais dire, pour conclure et pour pouvoir laisser la parole aux autres intervenants, il y a
règles spécifiques qui ont été adoptées pour cette période de la Covid-19. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des règles. Simplement, les règles applicables à la conciliation. Il y a eu deux ordonnances pour permettre la continuation du fonctionnement des tribunaux qui ont bien continué à fonctionner à la différence des tribunaux judiciaires. Les tribunaux de commerce ont continué à fonctionner. Et il y a eu des dispositions spécifiques qui se sont arrêtées pour certaines, qui s'arrêteront à la fin de l'année pour d'autres. Et donc, le gouvernement, comme la crise est loin d'être terminée, a décidé de proroger un certain nombre de ces mesures par deux textes. Alors, il y a une loi qui s'appelle la loi ASAP, qui est la loi pour la simplification et l'accélération de l'action publique. Et puis, une ordonnance qui a été publiée, une ordonnance du 25 novembre. Donc, il y a une possibilité pour le conciliateur de demander une ou plusieurs fois au président du tribunal de commerce de proroger la durée de la conciliation. Cette prorogation sera acceptée ou pas, mais sur décision motivée, dans une limite totale de 10 mois. Et c'est une possibilité qui est prévue par l'ordonnance du 25 novembre dans ses articles 1 et 4, comme étant en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. Il y a également, et ça c'est une nouveauté, c'était une suggestion de la conférence générale des tribunaux de commerce, c'est la possibilité pour le débiteur de demander au président du tribunal, sur requête toujours, un certain nombre de mesures qui sont des mesures proches de celles qu'on peut demander en procédure collective, dont des mesures plus contraignantes, mais à cette différence essentielle qu'il s'agira de mesures au cas par cas. Donc là, ce n'est pas un gel, une suspension des actions en justice ou des reports et échelonnements des paiements, ça se fera au cas par cas. Donc, ces mesures sont également en vigueur jusqu'au 31 décembre, ces possibilités 2021. Je vais m'arrêter là et bon, nous avons commencé le débat et bon, je suis désolée si ma présentation peut être un peu rapide a pu donner l'impression qu'on avait une divergence de vues. Je crois, Monsieur le Président, qu'on n'en a pas, qu'on souhaite tous pouvoir développer mandat ad hoc et conciliation, qu'on a un problème, et merci au MEDEF Rhône d'avoir pris cette initiative justement de faire connaître ces procédures. Vous avez donné un exemple qui est tout à fait intéressant d'un mandat ad hoc signé immédiatement. Je trouve que c'est ça qui montre l'efficacité des tribunaux de commerce et leur supériorité par rapport à certaines autres juridictions. Merci de votre attention. Merci beaucoup Joël Simon et merci aussi à Thierry Gardon pour vos deux interventions. Nous allons maintenant écouter Christine Lepage, donc directrice de l'économie au MEDEF, qui va nous présenter les différents dispositifs du plan de soutien et du plan de relance de l'économie et leurs perspectives. Pardon. Bonsoir à tous. Je voudrais déjà m'assurer que vous voyez bien à l'écran. Je ne suis pas une pro, donc que vous voyez bien les slides à l'écran. Oui? C'est bon, c'est bon. Merci, ok, parfait. Vous pouvez continuer. Bonsoir. Donc oui, un point sur plan de soutien et plan de relance. Alors très souvent, très souvent, on a tendance à mélanger un peu les deux. Quand j'entends certains ministres parler, on parle de plan de soutien, plan de relance. On a d'abord discuté avec le gouvernement du plan de soutien. On est passé en mai-juin à faire beaucoup de propositions sur le plan de relance et malheureusement, compte tenu du confinement, de la rentrée, des nouvelles fermetures administratives, on reparle aujourd'hui avec les autorités d'un plan de soutien que vous voyez, je vais les références dans quelques temps, et on passe en fait de l'un à l'autre. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible et sur le plan de relance, insister particulièrement sur les appels à projets. Ça, c'est un petit dessin. Alors, on pourrait croire que c'est Bercy qui l'a fait. Et comme me faisait remarquer quelqu'un, il est aussi complexe et aussi fouillis que le plan de relance lui-même. Alors, on a quand même beaucoup demandé à ce que tout ça soit simplifié. Je pense que c'est peut-être un peu mieux. Voilà, alors plus généralement, le plan de relance, vous le savez, hein, c'est 100 milliards sur 2 ans, c'est-à-dire 4% du PIB, avec entouré une demande de longue date du MEDEF sur la baisse des impôts sur les facteurs de production, donc qui est chiffré à 20 milliards sur ces 100 milliards. Vous savez que les impôts de production, c'est quand même plus près de 80 milliards.
mais enfin, c'est quand même une baisse significative et nous sommes contents de ça. 30 milliards dédiés à l'écologie, cohésion sociale, compétitivité. Le point important, c'est de noter quand même que plus de la moitié de ce plan est fléché vers les entreprises. Vous le voyez sur ce tableau, à peu près 51 milliards. C'est à la louche parce que c'est difficile de séparer toutes les mesures. Bon, juste un point, je crois que je vous laisserai ces slides. Il y a des informations dessus qui peuvent vous intéresser, mais je vais relativement vite pour laisser du temps aux questions. Sur l'exécution de ce plan de relance, il y a un suivi au niveau national, un suivi au niveau territorial et un engagement des ministères sur la transparence. Je vous donnerai tout à l'heure quelques chiffres qui concernent votre région, qui ne sont pas encore divulgués a priori. C'est très important pour nous que vous nous fassiez remonter la façon dont ça se passe sur les territoires. Vous savez que c'est animé par les préfets de région. Je crois comprendre que dans votre région, ça se passe plutôt bien. Il y a pas mal de réunions organisées par le préfet avec toutes les organisations concernées. C'est important de nous faire remonter et c'est important de nous dire si ça se passe bien, parce que si ce n'est pas le cas, nous, on fait remonter ces informations pour essayer d'améliorer la situation. On sera très attentif à plusieurs choses, particulièrement à la mobilisation rapide et effective des crédits, parce que ça sera vraiment l'essentiel de l'impact sur l'économie de ce plan de relance. Si ça arrive trop tard, on ne le verra pas en 2021. Et la mise en œuvre opérationnelle qui est essentielle et qui n'est pas toujours facile. Ça a commencé difficilement avec des entreprises qui nous fait remonter toutes leurs difficultés en disant justement qu'elles ne comprenaient pas, qu'il y avait des guichets dans tous les sens. Donc, il y a effectivement un effort de l'État de rationaliser tout ça et j'espère que voilà, que c'est visible. On aura aussi une attention particulière évidemment aux secteurs qui sont encore en difficulté et ce qui fait que peut-être on parlera d'un plan de relance complémentaire qui sera plus dédié aux secteurs qui sont en grande difficulté aujourd'hui parce qu'elles continuent à être fermées administrativement, parce qu'elles dépendent de ces fermetures administratives, enfin des entreprises qui sont elles-mêmes fermées. Je voudrais quand même faire un point sur les contreparties, parce qu'on est très attentif à ça. Le gouvernement, mais surtout les parlementaires, vous l'avez entendu, ont demandé des contreparties en disant l'État va donner beaucoup d'argent aux entreprises pour les aider, même si ce n'est pas la faute des entreprises, mais enfin c'est vrai que comme je vous dis, il y a quand même 50 milliards. Et en inverse, puisque le plan de relance, l'idée, c'est de transformer l'économie, c'est très bien, mais face à ça, il faut aussi demander des contreparties pour continuer à transformer cette économie. Alors, ça a été des longs débats. Nous, on s'est vraiment battu pour dire, mais attention, les contreparties, elles sont inhérentes au plan de relance, parce que quand on vous dit qu'il faut remplir certaines conditions pour embaucher des jeunes, pour avoir d'accord, mais ça veut dire qu'il y a une embauche à la clé. Quand on répond à un appel à projet et que c'est l'idée de verdir, donc si on est dans les conditions de l'appel à projet, c'est donc qu'on répond à ces contreparties de verdir l'économie, par exemple. Mais malgré tout, on parle aujourd'hui de trois contreparties principales qui sont la décarbonation pour les entreprises qui emploient plus de 50 salariés, d'établir un bilan de leurs émissions des émissions de gaz à effet de serre. Jusqu'à présent, c'était destiné aux plus grosses entreprises. Donc là, on descendrait jusqu'à 50 salariés. C'est aussi l'égalité homme-femme pour les entreprises employant plus de 50 salariés avec l'obligation de publier sur leur site internet le résultat de l'index et de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs. Voilà, c'est la troisième contrepartie principale, le dialogue social, de communiquer au CSE le montant, la nature et l'utilisation des aides dont elle bénéficie au titre des crédits de la mission plan de relance. C'était une demande de toute façon aussi du MEDEF. Voilà, alors un autre point, où se renseigner, parce que il y a beaucoup d'informations, c'est vrai, vous le voyez sur cette slide. D'abord, il y a le site France Relance, qui est mis à jour régulièrement, des onglets pour arriver en fonction des besoins de la typologie des besoins, du profil de l'utilisateur. Voilà. Puis il y a toute une liste de documents utiles. Je vous informe au passage, il y a un guide qui va bientôt être publié sur PME
pour PME et TPE, on a eu l'occasion de le voir et de faire des modifications, enfin de demander des modifications dessus. Il est plutôt bien fait, plutôt clair, il devrait être publié rapidement par les services de l'État. Et puis, il y a modestement aussi ce qu'on fait au MEDEF, c'est-à-dire qu'on reprend toute cette information, on essaie de la simplifier et on la met à jour régulièrement, en ce moment quasi quotidiennement, sur le site du MEDEF. Donc, je vous propose d'aller regarder. Parallèlement, on a mis sur le site du MEDEF une plateforme Action Relance qui reprend tous les documents qui peuvent être utiles aux entreprises, une adresse email qui est dédiée si vous avez des questions à nous poser. Et là, c'est toutes les équipes du MEDEF, que ce soit dans mon équipe, mais aussi l'équipe sociale, l'équipe juridique, enfin tout le monde qui répond, et on met un point d'honneur à répondre rapidement aux questions qui sont parfois très précises sur tout ce plan de relance. Et puis après, il y a notre extranet, la newsletter, les webinaires qu'on peut faire. Et on garde bien sûr l'adresse mail qu'on avait aussi mis, qui est plus large et qui ne concerne pas que le plan de relance, mais sur toutes les questions qui pourraient se poser sur ce qui se passe en ce moment, le Covid, qui était une adresse covid19@medef.fr. Et pareil, là, on vous répond dès que possible. Voilà. Un petit focus sur les appels à projets en cours. Donc ça, il y a 4 appels à projets. Je voudrais dire aux entreprises que les appels à projets, les premiers ont été publiés en juillet. Certains sont déjà clos. En ce moment, il y a cela et ça va continuer pendant 2 ans. Donc, en fait, il faut se tenir au courant. C'est pour ça que des informations que je vous ai données avant, n'hésitez pas à y aller parce qu'ils en publient régulièrement des appels à projets. Et puis ils se ferment, et puis il y en a d'autres qui ouvrent. C'est pas premier arrivé, premier servi quand même, comme on l'a un peu souvent dit. Alors je vais pas détailler, hein, vous les aurez, technologie verte, souveraineté, compétitivité. À chaque fois, il y a pas mal d'informations données. Et puis les appels à projets à venir sur transition agricole et rénovation énergétique. Ça peut paraître complexe parfois aux entreprises, ça l'est. Les plus petites TPE, PME n'ont pas forcément les ressources internes pour répondre à ces appels à projets. Donc, à notre demande, il y a eu des appels à projets qui ont été un peu simplifiés. Donc, ça vaut la peine de regarder dans le détail. D'ailleurs, je vais vous afficher les projets qui ont été validés à ce jour, au 18 novembre, pardon. Il y avait 316 projets validés. C'est pas encore énorme, mais vous voyez sur la slide la répartition. Il y a quand même pas mal de PME. Hein, sur les 316, il y a 210 PME qui ont donc eu leur projet, leur demande validée. Sur une grande partie sur le verdissement, mais pas mal de projets sur indépendance, compétitivité, et une grosse partie sur la filière aéronautique. Il faut vous dire que ce sont des appels à projets qui ont été ouverts en priorité sur l'aéronautique et l'automobile. Et vous voyez, ça représente quand même quasi 200 appels à projets. Alors, sur la colonne de droite, c'est assez intéressant parce que vous pouvez voir que pour votre région, il y a, pardon, je cherche dans la ligne, voilà, 46 projets qui ont été validés à ce jour. Et alors, j'ai des informations que je ne peux peut-être pas vous passer comme ça encore parce que, à moins que vous les ayez, mais en tout cas, sur les 46 projets sélectionnés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y en a 22 dans la catégorie des soutiens aux investissements de modernisation de la filière automobile. Il y en a 18 sur les soutiens aux investissements de modernisation de la filière aéronautique et 6 sur la relocalisation. Et ça concerne 27 PME, 11 ETI, 5 grandes entreprises et 2 TPE, et aussi un laboratoire de recherche. Le plus grand nombre, c'est en Haute-Savoie, puis ensuite l'Isère, 7 dans le Rhône, 3 dans l'Ain, 3 dans la Loire, 2 Allier, 2 Ardèche, Drôme et 2 dans le Puy-de-Dôme. Voilà la répartition, mais je pourrais vous donner ces chiffres. Alors, plus en détail, si vous le souhaitez. Il y a 2 guichets sur lesquels je voudrais attirer votre attention, qui sont des guichets justement, parce qu'on a tellement dit à Bercy, c'est complexe, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est réservé aux grandes entreprises, même si on vient de dire qu'effectivement il y avait des PME, mais des grosses PME peut-être, il fallait des guichets rapides. Et Bercy a mis à disposition des TPE et PME 2 guichets, il y en a un qui s'appelle décarbonation et l'autre numérisation. Alors tous les détails sont sur cette slide, je vais pas
vous les lire, mais sachez que c'est un process beaucoup plus facile parce qu'il suffit d'arriver avec la facture, c'est souvent pour de l'achat de matériel, dans les deux cas, décarbonation et numérisation, d'arriver avec sa facture, de la transmettre au service compétent qui est l'Agence des services des paiements, et ça peut se passer très facilement. Sincèrement, regardez en détail, je ne sais pas s'il y a beaucoup de TPE, PME, enfin je crois que voilà, qui nous écoutent là, allez voir parce que c'est très intéressant, c'est très facile à mettre en œuvre, ça va jusqu'à 40% de votre investissement, donc il faut vraiment en profiter. Bon, le message que je voudrais passer, et là on a sur le guichet décarbonation, ça clôt le 31 décembre, pareil pour numérisation, ce sera renouvelé en 2021, donc pas de panique, mais quand même vraiment aller les regarder parce que ça vaut la peine. Voilà. Sur cette partie plan de relance, comme je vous disais, plan de relance, voilà, plan de relance appel à projet, on va dire. C'est ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, on va y venir plus tard. Je voudrais vous parler rapidement, parce que je vois le temps qui avance, des dispositifs financiers du plan de soutien. Je ne vais pas parler de la partie sociale, parce que ce n'est pas celle dont je m'occupe. Mais une fois de plus, vous avez des adresses si vous avez des questions. Les nouvelles sur le fonds de solidarité, bon, il y a quand même quelques dispositifs essentiels. Un fonds de solidarité, pardon, PGE, les prêts exceptionnels de l'État, l'assurance crédit et les prêts participatifs dont je vais vous parler. Voilà. Sur ce fonds de solidarité, vous avez vu les dernières annonces. Hein, bien sûr, sachez qu'on a été ultra actifs parce que on voyait les entreprises et cette difficulté, ce n'est pas le moment de le dire là devant vous, mais vous savez, quand on a des réunions à Bercy, et sincèrement, il y en a à peu près tous les jours depuis plusieurs mois, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, et depuis la deuxième fermeture aussi. Et c'est vraiment, les organisations professionnelles s'expriment les unes après les autres. En général, ça commence par le MEDEF, notre président, qui parle au niveau général, mais vous terminez ces appels et c'est pénible, c'est dur parce qu'on voit vraiment des entreprises, des secteurs d'activité qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Et on présente, c'est très froid quand je vous présente ça et toutes ces mesures qui sont voilà, mais sachez que c'est vraiment un combat qu'on mène parce qu'on voit l'importance que ça peut avoir et on a, comme vous, sur le terrain, les entreprises en direct qui nous expliquent leurs difficultés et ça va souvent dans le détail et on voit bien quand les outils ne répondent pas, il y a vraiment ce qu'on appelle des trous dans la raquette et on a passé ces derniers mois à faire remonter les trous dans la raquette. Moi, j'ai 2 personnes qui sont dédiées vraiment à ça dans l'équipe, en lien avec nos adhérents et on les fait remonter systématiquement. On a fait ajouter, pas que nous, hein, toutes les organisations qui suivent ces secteurs et qu'on a largement appuyé, et des entreprises aussi en direct, on a fait ajouter à ces listes S1, S1 bis avec lesquelles vous êtes familiers, énormément de secteurs. Ce n'est pas fini. Moi, tous les jours, je revois des listes avec mes équipes de gens qui disent, ben voilà, comme ça dure, évidemment, tant que ça durait 1 mois, 2 mois, c'était une situation, c'est pas à vous que je vais expliquer ça, ça recommence, plus ça dure, évidemment, plus on a besoin de soutien de l'État, pas que, mais aussi de l'État. Donc, le fonds de solidarité, on a au moins pu obtenir collectivement aujourd'hui qu'on ne soit pas limité à 50 salariés, hein, comme c'était le cas jusqu'en novembre, mais qu'on choisisse plutôt un plafond qui était jusqu'à 20% du chiffre d'affaires mensuel, avec un plafond à 200 000 €. Et si ce n'est pas le cas, on s'arrête à 10 000 €. Pareil pour les secteurs, les entreprises du tourisme, événementiel, culture et sport, les secteurs qu'on met dans la liste S1. Et pareil, on sort du 50 salariés auquel on était limité jusqu'à la fin du mois dernier et qui nous posait des tas de problèmes parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui sont au-delà de 50 salariés pour lesquelles cette aide du Fonds de solidarité était largement insuffisante. Donc, au moins, là, le plafond est remonté à 200 000 €. Ce n'est pas fini parce que là, ça concerne les secteurs qui sont directement touchés, mais vous avez tous les fournisseurs de ces secteurs-là. Et on a bien entendu qu'on ne voudrait pas les laisser tomber et on ne les laissera pas tomber. En tout cas, nous, on demandera jusqu'au bout tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de gens qui restent au bord de la route. Là, c'est une slide, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, enfin, avec détaillé. Elles sont aussi sur le site du MEDEF. C'est celles qui sont mises à jour régulièrement. Donc, vous pourrez la projeter. Le prêt garanti par l'État. Là, on détaille tout ce que vous savez déjà.
On sait qu'il y a 95% d'entreprises qui les ont demandé, qui sont des PME, TPE, PME, avec des montants moyens qui sont, alors là, pardon, j'ai plus le chiffre en tête, de quelques centaines de milliers d'euros. Il y a eu un grand, en septembre, un grand demande de beaucoup d'entreprises qui ont dit on ne va pas pouvoir le rembourser aussi vite, même s'il y avait, vous savez, ce différé de 1 année. Ça a fait peur à beaucoup d'entreprises, se dire bon, ben, le 1 an, il arrive là, hein, dans les mois qui viennent, enfin dans les mois, à part pour ceux qui ont demandé au début, en avril, en mai, en juin, vont commencer à devoir aller discuter avec leur banque pour dire si on décide de rembourser en 1 an, en 5 ans. Beaucoup ont dit et on fait remonter au service de l'État qu'effectivement, ça allait être très court de prendre cette décision alors qu'on est encore en non-confinement, on sera peut-être à peine sorti en début d'année, et donc on demandait un différé. Ça a été obtenu, c'est très bien, donc on peut avoir un différé jusqu'à 2 ans. J'attire juste l'attention des entreprises pour qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles, que quand même, au-delà de la première année de différé, la deuxième année, il faudra quand même payer les intérêts et le coût de la garantie de l'État. Il n'y aura pas le capital commencer à rembourser, il faudra quand même rembourser un petit peu. Compte tenu des taux qui ne sont pas très importants, ce ne seront pas des montants importants, mais je préfère quand même le dire parce que je ne suis pas certaine que ça a été parfaitement compris jusque-là. Voilà, ça c'était concernant les PGE. Je pense sincèrement qu'on n'ira pas plus loin. Quand je dis on, c'est pas nous, mais que l'État n'ira pas plus loin parce qu'il y a la contrainte de Bruxelles et que voilà, ça a été signé. Donc on me dit de temps en temps, alors on pourra allonger ou autre. Honnêtement, je n'y crois pas, il ne faut pas compter là-dessus. Il y a le PGE un peu particulier, hein, le PGE saison qui ouvre, vous savez, sur les 3 meilleurs mois du chiffre d'affaires de l'année. Donc, c'est une règle un petit peu différente, mais sinon, pour tous les autres critères, c'est la même chose que le PGE. Sur les prêts, alors, deuxième aide financière, ce sont les prêts exceptionnels de l'État pour les entreprises de moins de 50 salariés qui n'auraient pas obtenu de PGE. Là, il faut se rapprocher du Codéfi de son département et les montants vont de 10 000 à 50 000 euros. Troisième point, ce sont les prêts participatifs. Alors, ces prêts participatifs, pour l'instant, rien n'est sorti, hein. Le Bercy devrait annoncer le dispositif, je pense, dans les semaines qui viennent, enfin au plus tard en tout début d'année. En tout cas, la mise en œuvre devrait se faire en début d'année 2020. Pardon. Les négociations, les travaux ont été faits avec les fédérations des banques, des assurances et autres, les fonds d'investissement. Il y a beaucoup de discussions avec Bruxelles aujourd'hui. Bruno Le Maire est très ouvert à l'idée de dire la garantie de l'État s'appliquera en fonction du montant. On parle de 10 à 20 milliards. Moi, je l'ai clairement entendu dire, s'il faut plus, on mettra plus. On ne sait pas à ce jour, et ça dépendra évidemment des conditions, si les entreprises seront très demandeuses. Les entreprises et ça suivra. On part aujourd'hui sur des maturités qui seraient entre 7 ans et 10 ans. On pousse beaucoup, vous vous en doutez, pour que ce soit 10 ans, nous, MEDEF, et même au-delà, parce que sinon, on revient un peu sur l'idée des PGE. Donc, l'idée, c'est d'avoir une maturité longue. Bruxelles risque de nous contraindre. Pareil sur le tarif, il faut que ce tarif soit abordable, parce que sinon, les entreprises ne vont pas pouvoir y aller si on a des taux trop importants. Donc, on milite pour que ça se rapproche des 5%. J'espère qu'on ira, mais une fois de plus, ce sont les deux inconnus qui résident et on sera fixé bientôt, après, quand les discussions de Bercy avec Bruxelles seront terminées. Voilà, ce seront évidemment pour des entreprises viables, en développement. Ça ne répond pas forcément aux plus petites entreprises, donc il y aura d'autres dispositifs. Il y a d'ailleurs des prêts de l'État qui s'adresseront aussi, en plus du Codéfi, à des entreprises plus petites qui seraient en plus grande difficulté parce que toutes les entreprises, il faut le dire clairement, ne pourront pas prétendre à ces prêts participatifs, que ce soit du côté des banques ou des fonds de capital risque. Un autre dispositif sur lequel, qui n'est pas encore, c'est Cap Relais. Certains d'entre vous ont profité certainement, là on parle de l'assurance crédit, là, de Cap Plus, de Cap Plus, qui ont été mis en place, et puis on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas, que les assureurs crédit dans la deuxième partie se sont dit oulala, les entreprises vont un peu moins bien, donc un peu de garantie, plus difficile. Donc l'État a mis ce système en place qui s'appelle Cap Relais pour garantir une garantie de l'État pour les entreprises. Il se trouve qu'à la fin de l'année, normalement, ça s'arrête. Donc, nous, on milite
fortement, c'est un euphémisme, pour que ce soit prorogé de l'année prochaine. Sinon, on craint quand même beaucoup de difficultés, énormément de difficultés. Donc, aujourd'hui, l'État, le gouvernement a mis un amendement dans le PLF pour se permettre de proroger ce cap relais. Maintenant, ça va dépendre des négociations qui sont en cours entre l'État et les assureurs crédits. Et j'espère qu'on aura une bonne nouvelle à vous annoncer prochainement sur la prorogation de ce dispositif. Voilà, je me permets, pardon, je prends peut-être un risque face au président de présenter ce chiffre c'est pas nous qui l'avons produit, hein, c'est une source sur les défaillances en 2020, de dire que, voilà, si vous regardez les chiffres, évidemment, jusqu'en 2020, ben, finalement, il y a moins de, c'est pas moi qui devrais commenter cette slide, hein, moins de défaillances d'entreprise, enfin, en tout cas, ouverture de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire directe. On n'est pas dupe, hein, on sait très bien que c'est parce que beaucoup de choses, voilà, pour l'instant, les aides de l'État ont permis peut-être de maintenir ce chiffre, mais 2021, on voudrait que si ça pouvait, que ça dure. Donc, voilà l'objectif de tout ce combat sur ces différents dispositifs qui doivent parfaitement cadrer à ce jour avec les demandes et les besoins des entreprises. Merci. Merci beaucoup, Christine. Je peux me permettre de dire un mot sur le slide des défaillances d'entreprise? Bien sûr, Thierry, allez-y. Simplement pour commenter ces défaillances d'entreprise, il faut savoir que l'année 2019 avait été une année exceptionnelle au niveau économique, puisque comme je le soulignais tout à l'heure, c'était en gros 52 000 défaillances d'entreprise. Les chiffres que vous montrez sont bien sûr tout à fait exacts, mais si on fait une comparaison, si vous voulez, à partir du moment où la crise du Covid a été amorcée, c'est-à-dire qu'on part à partir du 1er avril, puisque les chiffres de janvier, février, mars étaient pratiquement normaux, c'est moins 50% à peu près de défaillance d'entreprise en France par rapport à 2019, qui avait été une année où l'économie était extraordinaire. Il faut savoir, si vous voulez, que dans un régime normal, et si on a une pseudo-création destructrice à la Schumpeter, etc., vous savez que globalement, il y a un niveau incompressible de destruction d'entreprise. Aujourd'hui, on est, à mon sens, en dessous du niveau normal de destruction, de défaillance d'entreprise qui est d'un fonctionnement d'une économie parfaite. Voilà. Merci beaucoup Thierry pour ce complément. Je vous propose, avant qu'on fasse intervenir Guillaume Bourdon pour la dernière partie de ce webinaire, de vous laisser la parole aux participants pour les questions que vous avez éventuellement pour nos intervenants. J'en ai déjà une sur notre interface de questions de monsieur Patrick Chianalino. Bonjour, le coût d'une procédure peut souvent être un frein pour les TPE entre les honoraires de conseil, mandataires, experts du chiffre si besoin. Il faudrait pouvoir permettre une pré-enveloppe validée par l'ouverture de la procédure qui pourrait être financée dans le cadre du protocole d'accord du mandat. Thierry, je crois que vous voulez répondre. Je ne sais pas, je n'avais rien dit, mais je peux répondre, effectivement. Moi, si vous voulez, je suis absolument en ligne avec la personne qui vient de s'exprimer. J'avais moi-même proposé, si vous voulez, dès le 15 mars, qu'on crée une procédure, si vous voulez, spécifique, qu'on aurait pu appeler un mandat ad hoc au con, qu'on aurait pu appeler une conciliation partie de Covid, etc. Et qu'effectivement, par décret, on puisse encadrer les honoraires des mandataires ad hoc et des conciliateurs dans le cadre, et bien évidemment, encadrer aussi l'obtention des aides de l'État, l'utilisation des aides de l'État, et ensuite la hiérarchisation des créanciers. Alors, sans rentrer dans quelque chose de très compliqué, et puisque ça a été évoqué tout à l'heure dans la transposition de la directive européenne, je veux dire, ça aurait été un bel exercice que de commencer à hiérarchiser les créanciers. Il y a eu un choix qui a été fait, qui a été différent. C'était effectivement d'arriver très vite avec des aides massives. Elles sont arrivées, le PGE est arrivé le 25 mars, c'est-à-dire 9 jours après l'allocution du président de la République. Donc, bien évidemment, on peut que s'en féliciter. Et ça, c'est pas moi qui dirais le contraire. Par contre, effectivement, il y aurait pu y avoir effectivement un encadrement et l'obligation pour l'obtention d'aides publiques que de l'ouverture d'une procédure.
ça fait aussi partie, si vous voulez, des demandes que je formule aujourd'hui, qui sont de dire, effectivement, quand on va solliciter un moratoire auprès des organismes, institutions, je dirais, fiscales et sociales, les organismes fiscaux et sociaux, que ces organismes-là, sans savoir, effectivement, sans avoir d'autres éléments complémentaires, puissent dire, est-ce que vous avez consulté quelqu'un? Est-ce que vous êtes allé en chambre de prévention? Est-ce que vous avez pris des renseignements, etc. Aujourd'hui, si vous voulez, octroyer des moratoires, octroyer des aides comme on le fait, et c'est salutaire, mais ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Bien évidemment qu'il fallait aider, mais vous allez avoir des entreprises qui vont être confrontées à un mur de dette. On le sait tous. On le sait tous. Il y a un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut s'attaquer aux vrais problèmes, il faut traiter les difficultés des entreprises, et ce n'est pas le bilan qui nous intéresse, c'est le compte d'exploitation. C'est comment on va rembourser les dettes, si vous voulez, avec les résultats qu'on va être capable de générer. Il faudra qu'à un moment, on se dise les vérités et qu'on ait le courage de les affronter. Voilà. Merci. Je suis tout à fait. Si je peux aussi intervenir sur le sujet, bon, je suis évidemment complètement d'accord avec ce que vient de dire le président du tribunal de commerce. Je signale que certaines régions ont pris l'initiative d'aider les entreprises justement pour payer les honoraires des mandataires dans des mandats ad hoc. Ça existe dans les Hauts-de-France, c'est l'initiative du président de la région Hauts-de-France. Je pense qu'il y a peut-être d'autres exemples dans d'autres régions pour justement démocratiser le mandat, mais voilà, on va tout faire pour mettre en œuvre pour que ces dispositifs soient plus accessibles. Vous avez parlé du rang des créanciers. On va être consulté, on a déjà eu quelques fuites sur deux propositions de directive, pour transposer, deux propositions de texte. Le premier pour transposer la directive insolvabilité et le deuxième pour réformer le droit des sûretés. Et sur la réforme du droit des sûretés, il y a effectivement, on va parler du rang des créances privilégiées munies de sûreté. Donc ça va être un des débats et nous allons avoir un débat sur le super privilège de l'AGS. Vous savez que l'AGS, c'est une mutualisation du risque supporté par les entreprises pour soutenir les salariés. Donc, le maintien de ce super privilège est important pour que l'AGS puisse récupérer le maximum d'argent dans ce processus, puisque ce sont les entreprises qui soutiennent ce dispositif. J'y souscris totalement. Merci beaucoup, Joël Simon. Je passe à une deuxième question d'un spectateur anonyme. Qui est la suivante. La situation de crise que traverse notre pays apporte une difficulté supplémentaire car les entreprises potentiellement en capacité de reprendre, la solution de repreneur industriel a souvent les faveurs des tribunaux de commerce, dans le cadre d'opérations de croissance externe, doivent gérer en priorité leurs propres difficultés liées à la crise. Que pensez-vous de la solution de reprise par les salariés? Est-ce que ce n'est pas le moment de promouvoir la cession interne, encourager les dirigeants à partager la situation de difficulté avec les équipes pour trouver des solutions en collectif, y compris dans le cadre des procédures? Question un petit peu longue. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite un élément de réponse? Je crois que ça dépendra de la qualité du projet des salariés. Je crois qu'il n'y a rien d'exclu. Et peut-être, Guillaume, toi qui vas plus aborder le volet humain, est-ce que toi, ça te semble être une bonne solution de partager, quand on est dirigeant d'entreprise, de partager ses difficultés avec ses salariés? J'en parlerai peut-être un peu plus quand ce sera mon tour, mais ça n'a pas été l'expérience que j'ai vécue en tout cas. D'accord. Bon. Partager les difficultés, c'est peut-être pas forcément enthousiasmant. Partager un projet, ça l'est à mon avis un petit peu plus. C'est-à-dire qu'effectivement, je rejoins ce que disait Mme Simon. Je crois que effectivement, il n'y a rien qui fait obstacle, si vous voulez, à des propositions qui pourraient être soutenues, des offres de reprise qui pourraient être soutenues par les salariés, bien au contraire. Éventuellement, je dirais associer ces salariés, si vous voulez, à même un plan de redressement. Il y a plein de possibilités qui peuvent être offertes. Après, c'est aussi, dans la situation actuelle, il faut
je ne suis pas convaincu qu'on ait beaucoup de salariés qui aient envie de partager des galères, quoi. Donc, c'est une réflexion simplement de bon sens. Après, je crois qu'il y avait un deuxième aspect qui était peut-être sous-jacent dans cette question. C'était une référence à la reprise des entreprises par les actionnaires. Je ne sais pas si c'est ça. Dirigeants ou actionnaires, c'est-à-dire les dispositions qui ont été momentanément mises en place par l'ordonnance du 20 mai 2020 et qui se prennent fin au 31 décembre de cette année 2020, qui permettaient, si vous voulez, à des dirigeants d'entreprise ou à des actionnaires d'entreprise de reprendre leurs propres actifs. Ouais, ça a été notamment le cas dans une société bien connue sur Marseille récemment. C'est donc le 642.3 du Code de commerce qui a été légèrement modifié puisque cette possibilité existait toujours, mais sur requête du ministère public. Tout à fait. Là aujourd'hui, si vous voulez, le texte est adapté et le tribunal peut, à la demande du débiteur, effectivement étudier la possibilité d'une reprise par les actionnaires. Moi, personnellement, si vous voulez, c'est quelque chose que je considère qui fait plus appel, si vous voulez, à la morale des affaires que réellement au droit des entreprises en difficulté. Je pense encore une fois que, excusez-moi, mais peut-être d'être un peu critique du l'État, je suis admiratif de ce qui a été fait, mais en la matière, je pense que c'est une erreur, dans le sens où, de toute façon, le ministère public avait la possibilité de le faire. Donc, ce n'est pas utile de ramener ça sur le dos des tribunaux de commerce. Ouais. Par contre, quand il s'agissait d'une toute petite entreprise très entité personnée, etc., je veux dire, on est tout à fait prêt à l'étudier. Oui, là, on est complètement en phase et on a pris sur le sujet une position complètement alignée avec la Conférence générale des tribunaux de commerce, mais on a eu un débat au bureau du conseil exécutif du MEDEF, puisque certains se disaient c'est une situation extraordinaire, quelquefois le dirigeant est le mieux à même, puisqu'il a fait face à des difficultés extraordinaires, de reprendre l'entreprise, puisqu'il la connaît bien. Bon, néanmoins, comme c'est quand même aussi un moyen d'effacer ses dettes et que ça aura des conséquences sur d'autres entreprises, nous nous sommes prononcés contre, puisque comme vous le rappeliez très justement, ce n'est pas impossible, simplement, c'était plus encadré. Là, on a voulu faciliter et il y a eu une très large majorité, la chancellerie n'y était pas non plus, pour dire que ça s'arrêterait le 31 décembre 2020, qui était la date fixée par l'ordonnance de mai que vous citiez. Merci pour vos réponses. Autre question auquel Christine Lepage a répondu, mais je vais quand même la lire à haute voix si tout le monde n'a pas accès à la messagerie. L'aide de 1 500 € s'adresse-t-elle à toutes les TPI en dessous de 50 salariés, tout code NAF confondu? Et donc la réponse est oui, si perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Voilà, nous avons maintenant une autre question encore. Bonjour, donc, je possède actuellement une créance d'une entreprise qui vient d'être reprise. Pardon, j'ai un peu de mal à lire la question en entier. Excusez-moi. Le liquidateur m'a donné un certificat d'irrecouvrabilité en l'état car les dettes ne sont pas reprises. Les aides actuelles et ou futures peuvent peut-être me permettre de recouvrir cette créance. En fait, c'est une réponse qui est assez simple à faire. Hein. Donc, à partir du moment où cette entreprise a eu son certificat d'irrecouvrabilité, c'est que malheureusement, après la reprise, on reprend les actifs d'une société hein, dans le cadre d'un plan de cession. Donc, la procédure reste ouverte au bénéfice de la société dont les actifs ont été repris. La société est liquidée. Le mandataire ne récupère pas suffisamment de fonds si vous voulez, en réalisant les actifs qui restaient dans la procédure et le prix de cession qu'il a obtenu. Et donc, le créancier, vraisemblablement, qui pose la question, est un créancier chirographaire avec un rang, si vous voulez, qui était pas forcément très bien classé. Ça veut dire et donc il a reçu un certificat d'irrecouvrabilité parce qu'en fonction des fonds qu'a pu recevoir le liquidateur, il n'a pas la possibilité, si vous voulez, d'indemniser ce créancier. Donc, après, si vous voulez, il n'y a pas de lien entre les aides et l'irrecouvrabilité de sa créance. Il recevra des aides, il en fera bien ce qu'il voudra.
mais sa créance, elle est malheureusement définitivement perdue. Merci pour cette réponse. Autre question, comment accéder au guichet de Bercy pour les aides à la décarbonation? Une question de Marie-Christine Dos Santos. Oui, sur le site France Relance, c'est directement un document qu'il faut remplir qui est en ligne sur le site de Bercy. Je pense que c'est France Relance. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement sur quoi il faut cliquer pour y arriver, mais il faut que vous sachiez que c'est l'Agence des services des paiements, l'ASP, avec qui vous devez traiter. Et donc, le formulaire à remplir, il est en ligne. Voilà, donc en tapant, en recherchant entre ASP, guichet décarbonation, ou en faisant une petite recherche sur le site France Relance, pardon, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne suis pas sûre, vous devriez y arriver. Et si vous n'y arrivez pas, vous nous écrivez. Merci. Je crois que nous n'avons plus de questions pour le moment, donc je propose à Guillaume Bourdon, donc le président de Second Souffle Lyon, de prendre la parole. Merci Lucie, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler d'autre chose, je ne vais pas vous parler de procédure, on va dire. Les présentations ont été très bien faites, je vais vous parler de l'aspect humain de ce que nous faisons nous. Moi, je suis entrepreneur, j'ai liquidé une entreprise en 2012 sur cette expérience douloureuse, car comme beaucoup d'entrepreneurs que j'ai rencontré et que je rencontre encore, on ne crée pas une entreprise pour la liquider, on n'est pas fait pour ça, on n'est pas prêt à ça. Et malgré toutes les belles présentations que vous avez faites, force est de constater que c'est un langage qui est quand même particulier, qui n'est pas appréciable rapidement, et on se retrouve très vite dans la panique quand les difficultés peuvent arriver. Donc c'est ce que j'ai vécu littéralement, c'était en 2012, j'ai fini de payer mes dettes il y a quelques semaines seulement, et sur cet état de fait, je me suis dit que ce que je venais d'apprendre, ce que je venais de vivre, devait servir certainement au plus grand nombre des entrepreneurs sur la région de Lyon. Et je me suis rapproché donc de Second Souffle qui venait de se créer à Paris pour créer l'antenne de Lyon. Nous, on a une antenne indépendante depuis début 2013 et nous intervenons exclusivement avant les procédures judiciaires. C'est-à-dire que pendant que l'entreprise existe et pendant qu'elle est dans la tempête en fait. On n'est composé que de bénévoles qui sont des entrepreneurs qui ont connu ou pas connu l'échec, mais qui en tout cas sont sensibilisés par la cause. Et actuellement, cette crise sanitaire touche tous les entrepreneurs. C'est la première fois que tous les entrepreneurs peuvent se sentir concernés et peuvent se dire « ça peut aussi être mon tour », entre guillemets. Donc on a une base solidaire qui est assez forte et assez présente. Tout le monde vient avec ses expériences, ses histoires. Et l'objectif, c'est d'accompagner donc des entrepreneurs qui sont dans cette tourmente-là avec trois grands piliers, on va dire. Rompre l'isolement, organiser le chaos et baliser le chemin. Rompre l'isolement, typiquement, dans ces périodes de stress, de pression, d'angoisse, l'entrepreneur va naturellement, et c'est humain, on est tous comme ça, on va perdre de la lucidité, on va perdre de la clairvoyance, on va perdre notre confiance en nous, en nos actions, en nos réflexions. Et le risque de cette perte-là, c'est de commencer à s'isoler, c'est de rentrer dans une vague négative et de faire l'autruche. Qui dit faire l'autruche dit ne pas lever la main, ne surtout pas dire qu'on va pas bien, ne surtout pas dire qu'on a besoin d'aide, on va culpabiliser, on va avoir honte, et c'est là le début des difficultés. Donc nous, notre premier objectif, c'est vraiment celui-ci, c'est rompre cet isolement-là, d'où ma volonté, mon besoin de participer à ce genre de webinaire pour que tout un chacun puisse autour de lui, en connaissant des entrepreneurs, être attentif à leur état, être attentif à leurs conditions et surtout leur dire il n'y a pas de honte à appeler, il n'y a pas de honte à dire voilà, j'y arrive plus, j'ai pas la réponse. Il faut retenir uniquement le fait d'avoir osé essayer, d'avoir osé tenter cette aventure qui est juste extraordinaire d'être entrepreneur et de rester là-dessus et après d'aller chercher des solutions. Donc rompre l'isolement, c'est vraiment ça, quoi. Et sincèrement, c'est la première chose qui nous est remontée par les 250 entrepreneurs qu'on a accompagnés depuis début 2013. C'est super, merci, je peux dire les choses comme elles sont et vous me laissez cette liberté de parole.
organiser le chaos, comme on l'a un petit peu entendu depuis tout à l'heure, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de choses qui existent. C'est assez difficile de s'y retrouver. Il faut prioriser les choses, il faut s'occuper de ses salariés. Pour revenir par rapport à ta question, Lucie, de tout à l'heure, je pense que l'entrepreneur n'a pas envie de stresser davantage ses salariés que la situation l'est déjà, entre guillemets. Donc, on a plutôt tendance à vouloir les préserver, à cacher un peu les choses. Je ne dis pas que c'est la bonne solution, bien au contraire. Mais on sait qu'ils sont plus ou moins protégés. On sait qu'ils ne vont pas rester sur le carreau tout de suite. En tout cas, il y a les AGS qui vont prendre le relais. Il y a pas mal de solutions qui existent. Et on ne veut pas leur en rajouter, quoi. Donc, c'est difficile de partager ces difficultés à ce moment-là. Mais donc, organiser le chaos, c'est être à ses côtés. Nous, on forme des binômes à chaque fois pour accompagner ces personnes. On s'engage sur un minimum de 3 premiers rendez-vous qui nous permettent de stabiliser un petit peu la situation, on va dire, de pouvoir rassurer l'entrepreneur, lui montrer qu'on est à ses côtés, lui montrer qu'il n'est plus seul, qu'il peut lui poser des questions, qu'il peut voilà. Et après, nous, on va faire les interfaces et on va être un peu facilitateur. J'appelle régulièrement Thierry ou ses équipes parce que des fois j'ai des cas de figure particuliers. Je veux surtout pas, ni moi ni mes bénévoles, on n'est surtout pas là pour remplacer et répondre à la place des professionnels. On est vraiment là pour être en interface et pour traduire, on va dire, auprès de nos entrepreneurs la difficulté et leur expliquer les solutions qui se présentent à eux, quoi. Ensuite, après ces 3 rendez-vous, on a 3 possibilités qui s'offrent. La première, c'est qu'on propose de faire un accompagnement plus long, c'est-à-dire sur 6 mois, 7 mois, 8 mois, avec des rendez-vous toutes les 3 semaines. Quand on estime que la situation peut lui redonner ce second souffle, on peut trouver cette solution qui va lui permettre de passer ce mauvais cap. Ça permet à l'entrepreneur d'être challengé dans son quotidien, ça permet de lui redonner du rythme, ça lui permet de retrouver du pied, de se retrouver debout et de pouvoir continuer à avancer. Ensuite, on peut aussi lui proposer de le mettre en lien direct avec des experts. Donc, on a des liens privilégiés avec la Chambre de prévention à Lyon. Quand on peut proposer des conciliations ou des mandats ad hoc, on appelle directement notre juge référent et on voit avec lui pour que la situation soit la plus rapide possible. Nous, on va se permettre de l'accompagner après autorisation de l'entrepreneur pour que, là aussi, cette rencontre, aller au tribunal, etc., qui, moi je le répète souvent, c'est notre maison aux entrepreneurs, ils sont là pour nous, mais malgré tout, c'est toujours quelque chose qui est difficile de passer le cap d'aller au tribunal. Quand on va avec eux, ben, c'est un entrepreneur qui accompagne un autre entrepreneur dans une situation complexe, et ça passe un petit peu mieux, mais en tout cas, ça les rassure, et on est aussi là pour les rassurer. On a tout un tas d'experts autour de nous, hein, donc experts comptables, avocats, assureurs, et quelle que soit la situation, on trouvera l'expert dans notre écosystème. Et la troisième chose qu'on propose, c'est ce qu'on appelle des groupes oxygènes. L'idée du groupe oxygène, c'est on a défini qu'il y avait une problématique clé, on va rassembler 4, 5, 6 entrepreneurs en activité autour de la personne pendant une demi-journée pour lui apporter de l'énergie, du réseau, des idées, et faire en sorte que voilà, qu'ils repartent boostés pour pouvoir passer ce mauvais cap. Et bien sûr, on a aussi des rendez-vous mensuels qu'on appelle les jeudis du second souffle, qui sont des moments d'échange, pas dans l'idée des alcooliques anonymes, mais vraiment dans l'idée de nourrir notre communauté par des intervenants extérieurs qui vont un peu leur faire sortir de leur quotidien, leur amener une bouffée de fraîcheur, leur changer un peu les idées, toujours dans un contexte entrepreneurial, mais voilà, quelque chose qui les fait un peu respirer. Et puis après, on a un moment d'échange. On ne doit pas oublier ce côté convivial et chaleureux qui est important à notre niveau. On est voilà, très, très, très humain et c'est vraiment ce qui nous retient. Et une fois par an, on fait un événement qui s'appelle 24 heures pour rebondir, qu'on aurait dû faire au mois de novembre et qu'on a décalé certainement dans les 15 premiers jours de l'année prochaine, du mois de janvier. La date est en train de se caler. Voilà, à côté, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? On a un numéro vert, le 0801 280 250, qu'il faut partager, n'hésitez pas. On répond très vite. Vous voyez, pendant la conférence, là, j'ai eu 2 mails de 2 personnes en difficulté. Je sais qu'ils ont déjà eu une réponse de mes équipes.
pour prendre contact avec eux d'ici demain. Et ils ont déjà reçu un questionnaire. En fait, on envoie un questionnaire qui nous permet d'avoir une vision personnelle et professionnelle de la situation. Est-ce qu'elle a des cautions? Est-ce qu'elle est propriétaire ou elle est locataire? Pour comprendre un peu les enjeux de la situation et pouvoir ajuster au plus vite nos réponses et notre accompagnement. Donc, on essaye d'être réactif, on est disponible, on est volontaire et voilà, et on est là pour tous les entrepreneurs. Force est de constater que c'est essentiellement les TPE, les artisans, les commerces qui nous sollicitent. Jusqu'à une vingtaine de personnes, on va dire. Au-delà, c'est des structures qui sont déjà plus structurées et qui ont souvent soit des conseils, en tout cas, qui sont équipés pour passer ces caps-là, alors qu'en dessous, c'est l'entrepreneur qui porte tout sur les épaules. Et c'est vers nous et ensuite vers 60 000 rebonds avec qui on travaille en lien fidèle, en lien très fin. On était encore en réunion de travail hier après-midi pour voir comment fluidifier encore plus nos relations pour tisser un filet sur la métropole permettant d'accueillir les entrepreneurs quel que soit leur moment de difficulté et de pouvoir voilà, ne pas les laisser isolés. C'est vraiment notre pire cauchemar, que les entrepreneurs soient isolés. Merci. Merci Guillaume, on a d'ores et déjà une question. Est-ce que tu peux répéter le numéro de téléphone et l'email où on peut te contacter? Donc c'est le 0801 280 250. Et le mail, c'est lion@secondsouffle.org. Et sur notre site internet, secondsoufflelion.org, vous avez toutes les informations aussi. Merci beaucoup Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? En attendant, pour compléter un petit peu ton propos, Guillaume, et pour reboucler avec le MEDEF Lyon-Rhône, c'est vraiment dans ces moments-là qu'on se rend encore plus compte de l'importance des réseaux et l'importance de ne pas être isolé. Sachez pour les adhérents MEDEF que nous organisons en ce moment, au regard du contexte de crise, des séances tous les 15 jours de partage d'expériences, entre guillemets, on va dire Covid, donc qui sont ouverts aux adhérents MEDEF, un jeudi sur deux, entre midi et 13h30. Le but du jeu étant de pouvoir partager entre pairs ces difficultés et puis aussi peut-être parfois partager un petit peu ce qui va bien, ce qui marche et ce qui fonctionne dans l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Je rebondis également sur ce que je pense que c'était Christine Lepage qui l'évoquait, surtout, oui, c'est exactement ça, sur tous les décryptages qui sont fournis par les équipes du MEDEF. Merci encore à vous de faire ce travail-là et sachez que nous, MEDEF de territoire, donc MEDEF Lyon-Rhône, nous relayons 2 fois par semaine ces informations-là via notre newsletter, mais également via une lettre récap qu'on envoie tous les vendredis. Donc, grand merci à vous et à vos équipes. Sachez que ce travail est très apprécié de nos équipes, mais également de tous les destinataires de nos communications. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des demandes particulières ou autres, à nous les faire remonter aussi. Vous êtes améliorés. Merci. Tout à fait. N'hésitez pas à venir aussi au tribunal de commerce. Le tribunal de commerce, il y a une chambre de la prévention. Guillaume la connaît bien, on travaille ensemble. On travaille ensemble et moi, je suis si vous voulez, et vous m'excuserez parfois pour peut-être parler cash, peut-être trop cash, mais dans ce contexte, je suis absolument révolté du fait qu'aujourd'hui, aussi peu d'entreprises viennent nous consulter. Je pense que Guillaume peut en témoigner aussi, c'est-à-dire que par rapport à des périodes, je dirais, d'activité normale, je ne parle pas de crise, on est en dessous de ces niveaux-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors cet entrain, effectivement, on commence à voir arriver, si vous voulez, des entreprises devant notre juridiction qui viennent me voir, mais ce ne sont pas des petites entreprises, ce sont des entreprises de grosse taille pour lesquelles, qui ont très bien compris la façon dont on allait restructurer les dettes. Ce n'est pas les aides qui vont nous permettre de trouver les solutions pour les années, elles nous permettent de trouver des solutions pour les 2 mois, les 3 mois, les 6 mois. Mais pour les solutions définitives, qu'est-ce qu'il va falloir faire sur les entreprises de grosse taille? C'est restructurer l'endettement.
et elles viennent nous voir pour ouvrir des mandats ad hoc et des conciliations pour essayer de travailler sur la restructuration et non pas sur la négociation du PGE qui, de toute façon, ne pourra pas être remboursé pour la plupart des entreprises qui l'ont pris et qui étaient en difficulté. Remboursé tel que ça a été prévu. Mais il y a vraiment une sidération et là, il faut effectivement, surtout mon message, n'attendez pas, mais venez voir, il n'y a rien d'engageant. Allez voir Guillaume, venez au tribunal, vous avez 2-3 salariés, venez au tribunal, on passe un quart d'heure ensemble, on passe 20 minutes ensemble, peu importe, on est là pour vous, c'est pas engageant, vous n'êtes pas noté dans un fichier, on prend aucune, il n'y aura aucune contrainte, mais venez vous renseigner. Par pitié, venez vous renseigner, parce que quand c'est trop tard, on ne sait plus faire. Et moi, j'ai qu'une trouille pour les mois qui viennent ou l'année qui vient, 2021, c'est que je ne sache pas faire de plan de redressement, que je ne sache pas faire bien évidemment de plan de sauvegarde, mais que j'ai des liquidations en masse, parce qu'on ne saura pas comment traiter cet endettement. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à venir, vous ne perdez pas votre temps. Voilà mon message. Allez voir les organisations patronales, quelles qu'elles soient, le MEDEF en particulier, puisque je suis devant eux aujourd'hui, des gens comme Guillaume, etc. Allez voir ces professionnels, vous ne perdez pas votre temps, je vous y encourage fortement. Voilà. Je relaie complètement votre message. C'est la difficulté, comme vous le disiez, monsieur, c'est de rompre cet isolement et de faire en sorte que les gens osent y aller. Et ce que nous disait encore le bâtiment, c'est que les gens s'isolent et ont peur d'aller au tribunal, ils ont peur d'être vus au tribunal. Et donc, c'est ça qu'il faut rompre comme une espèce de malédiction. Il faut que les gens y aillent. Ce n'est pas du tout honteux d'avoir des difficultés. On n'est plus au temps de Balzac. C'est vraiment tout à fait important et c'est ce qu'on veut essayer de faire. On va voir aussi ce que la chancellerie, puisque le garde des Sceaux ne voulait pas faire un rapport de plus, il voulait des solutions pratiques. Monsieur Richem doit rendre sa copie, je crois, fin décembre. Donc, on va voir s'il y a des propositions pratiques de la chancellerie pour essayer d'améliorer encore cette situation, parce qu'il faudrait qu'il y ait encore beaucoup plus de gens comme vous qui aident les entrepreneurs à passer ce mauvais cap. Et là, malheureusement, comme vous dites, il va y en avoir beaucoup et beaucoup pour lesquels il n'y aura plus de choix que la liquidation si les entrepreneurs attendent trop, parce que le temps est vraiment la donnée essentielle. Merci. Pour terminer, peut-être déjà vous remercier tous d'avoir participé et puis d'être intervenus. Merci vraiment d'avoir pris ce temps-là. J'avais aussi envie de dire à tous les spectateurs de ce soir que le message que vous avez reçu ce soir, n'hésitez pas à le passer autour de vous et à sensibiliser également peut-être les entrepreneurs de votre entourage. Voilà pour la première chose. Deuxième chose, j'en profite parce que je vois que mon collègue Bruno Vernet est également connecté. Nous allons organiser donc le 17 décembre prochain un webinaire sur la santé au travail, sur les pistes pour réduire l'impact psychologique de la crise pour les dirigeants et pour les salariés. Donc voilà, c'est une petite page de publicité avant de conclure ce webinaire. Je regarde, non, voilà, pas d'autres questions. Je vous remercie à tous et vous souhaite une très bonne soirée. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à faire appel à nous, MEDEF Lyon-Rhône, au MEDEF, à Second Souffle, au tribunal de commerce, à 60 000 euros, à la CPME, enfin, bref, à ceux, voilà. N'hésitez pas à faire appel à l'aide. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Merci à vous de votre accueil et de votre initiative. Merci beaucoup. À bientôt à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir.